Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... And I want to start off with saying, things are not always as they appear. This is a tragic event surrounded by mystery and public deception. Des histoires étranges de l'ère numérique. En juin 2015, Dee Dee Blanchard est froidement assassinée dans sa demeure du Missouri. Sa fille Gypsy, lourdement handicapée, est introuvable. Sa chaise roulante laissée sur place. L'enquête qui suivra révélera de multiples rebondissements ainsi qu'une relation mère-fille troublante marquée par le mensonge et la manipulation. Accrochez-vous bien, car l'histoire qui suit vous prouvera que les apparences sont parfois trompeuses. Bonsoir Émile Gauthier, est-ce que tu es en forme? Très en forme, Sébastien Lévesque, et toi? Oh yeah, top shape. Ce soir, en fait, on parle de l'histoire de Dee Dee et de Gypsy Blanchard. C'est un cas qui te tenait à cœur beaucoup, Seb. En fait, tu m'en as parlé souvent dans la dernière année, et Seb insistait un peu pour qu'on le fasse. Moi, pas que j'étais ses breaks, mais je trouvais que c'était un gros dossier, une longue chronologie des événements, ouais. Et puis finalement, on a fait nos devoirs, et puis ce soir, on vous le présente. Mais pourquoi ça te tenait tant à cœur cette histoire-là, Seb? Écoute, vous en parlez un peu, c'est ça, c'est une mère malade, un enfant malade, sa mère qui prend soin d'elle. Comment je pourrais dire, manipulation qu'il y a eu autour de ça. Là, on peut pas trop vous donner un peu les aspects pour ne pas divulgacher tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me touchait. Tu sais, moi, tu le sais, les histoires d'enfants, les histoires de relations parents-enfants, ça m'a toujours touché. Et donc c'est ça. Puis je trouvais que c'était vraiment une histoire que les gens allaient adorer. Oui. Et qui a pratiquement pas été couvert du côté francophone cette histoire-là, donc c'est un peu un scoop nord-américain si on veut. C'est vrai, ça n'a pas été énormément couvert par les médias traditionnels. Par contre, ça a suscité d'énormes discussions sur les réseaux sociaux, oui. Sur Reddit, parce qu'il y a un aspect là-dedans qui touche les enquêtes sur Facebook. Vous allez voir, tout ça a commencé un peu, tout ce drame-là, cette histoire avec plein de rebondissements, a commencé par un commentaire sur Facebook. Et puis même Facebook ont joué un rôle dans l'enquête, oui. Ils ont aidé les policiers pour retrouver les suspects dans cette affaire-là. Donc plein de choses à discuter, on veut pas vous en dire trop. Seb, dis-nous donc là, qu'est-ce qu'on boit ce soir là pour passer au travers cette histoire-là, parce que on a du stock là. Oh oui, on en a besoin, mais on a quand même été opté pour une bière blanche. On vous écoute, chers auditeurs. Donc une bière blanche de la microbrasserie La Fabrique. En fait, elle s'appelle la Rivière Blanche. Elle est de 4,8% d'alcool. Sincèrement, elle est excellente. Elle a un bon goût de blé et de céréales, en fait. Selon leur descriptif, elle est de style belge, donc non filtrée. La Rivière Blanche de la microbrasserie La Fabrique. De Matane, ma région natale. Oui, de Matane, exactement. Ben oui, shout-out à la Gaspésie. Yeah. Cette bière-là nous est offerte par Karine, qui nous a offert une bière via notre section tournée de bière sur notre site web. Donc, si vous voulez encourager le show et aussi nous faire découvrir une bière de votre région, faites-le. Vous pouvez vous rendre au distorsionpodcast.com et puis sur l'onglet tournée de bière, vous pouvez nous offrir une tournée de bière de votre choix. Et dans les commentaires, vous pouvez nous indiquer, nous suggérer une bière de votre région. Donc, merci Karine. On a aussi une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient d'un certain Sébastien, mais qui n'est pas toi, Seb. Non, T'es quand même pas allé jusqu'à faire des fausses reviews sur iTunes. Non. Donc, ce Sébastien-là nous dit « Super podcast avec des sujets intéressants. J'espère qu'ils auront matière à continuer longtemps.
Eh bien, je te rassure, Sébastien, il y a tellement de sujets, il y a tellement d'histoires obscures qu'on tire d'Internet, il en apparaît des nouvelles à chaque jour, donc je pense pas qu'on manque d'inspiration un de ces jours. Non, il y a du contenu, de la viande, il y en a en masse. Donc, merci de nous encourager. Sébastien sur Apple Podcast, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir vos bons commentaires. Sinon, aussi, Seb, rapidement comme ça, là, tu nous as fait un sondage sur le groupe de discussion aussi. Oui, en fait, on voulait savoir un peu de quelle manière que vous écoutez Distorsion, à quel endroit, qu'est-ce que vous faisiez, ou avec et sans des écouteurs. Donc, un peu, on voulait voir les habitudes de consommation de nos auditeurs. Donc, globalement, je vous dirais, les gens nous écoutent avec des écouteurs. Si on fait un ratio entre écouteurs et pas écouteurs, donc ça, je comprends. Puis le podcast est fait pour ça, c'est enveloppant, c'est meilleur, je trouve, avec des écouteurs. Donc, je comprends pourquoi les gens l'écoutent de cette manière-là. On travaille fort pour avoir des voix suaves. Oui, donc, sensuelles. Pour que vous nous sentez dans vos écouteurs fancy. Et aussi, je demandais aussi, soit dans des moyens de transport, soit en voiture, en métro, en vélo, ou en faisant du sport. Ça aussi, je vous dirais que c'est la majorité des gens. Il y a une autre grosse partie quand même, que c'est au travail. Ça, je vous trouve bon quand même, tout dépendant du type de travail que vous faites. Oui, c'est sûr. Ça dépend toujours, là, c'est ça, du type de travail. Mais donc, les gens nous écoutent aussi au travail. En faisant les tâches ménagères, il y a même des super fans là, qui nous écoutent dès leur réveil s'il y a un nouvel épisode qui est disponible. Wow! Et en plus de ça, les gens nous écoutent, quelques personnes nous écoutent, soit avant de s'endormir ou en faisant la cuisine. On a déjà eu des commentaires que les gens nous disaient justement que ça leur faisait peur, nos histoires quand on leur raconte, quand ils écoutaient ça dans leur lit. Donc parfait pour nous, c'est mission accomplie. Et il y a même un auditeur que lui, il écoute ça le soir sur son sofa. Oh, il y en a même pourquoi un. pas? Moi, j'adore ça. Honnêtement, là, mon setup de podcast idéal pour vous faire entrer un peu dans mon intimité, c'est vraiment, là, je le mets sur mon système de son de salon, le podcast, sur mon bon système de son avec des petites chandelles, un petit verre de whisky, un petit old fashion, quelque chose comme ça. Puis j'écoute mes podcasts favoris sur le sofa, donc il y a pas meilleur setup. Exactement. On prend le temps d'arrêter puis de se concentrer sur une histoire. Ben oui, en fait, c'est une autre manière de consommer du contenu. Il n'est pas obligé d'avoir des yeux pour prendre le temps d'écouter quelque chose et ne faire qu'une seule chose. Le podcast est vraiment bien. Dernier choix aussi, il y a un auditeur qui l'écoute avec ses employés. C'est lui-même qui a rajouté l'option dans le sondage, donc je trouvais ça quand même intéressant. Shout-out à toi. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire fascinante de Dee Dee et Gypsy Blanchard? Oui, monsieur. Allons-y. Le 14 juin 2015, le dernier statut publié sur le compte Facebook commun de Dee Dee et Gypsy Rose Blanchard fait réagir leur entourage. Dee Dee est une mère de 48 ans qui s'occupe de sa fille malade du nom de Gypsy, une jeune femme de 24 ans que la vie n'a pas épargnée. Le statut en question est « That bitch is dead ». C'est plutôt un statut, je dirais, anormal provenant d'eux. Ses amis s'inquiètent, ses voisins aussi, et puis les voisins en fait confirment que personne n'est à la maison au moment où le statut est publié. Pendant que les gens débattent dans les commentaires à savoir si c'est un canular, une mauvaise blague, un piratage de compte ou tout autre drame, en fait, il y a un nouveau commentaire qui apparaît, puis celui-là est encore plus explicite si on veut. Donc le commentaire qui est publié, c'est « I fucking slashed that fat pig and raped her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud, LOL. » Plus d'une journée plus tard, en fait, soit le 15 juin 2015, à 22h40, la police de Springfield, Missouri, obtient enfin un mandat de perquisition pour rentrer dans la maison de Dee Dee et de Gypsy Blanchard. Malgré les nombreux appels des voisins à la police, les autorités pouvaient pas entrer dans une maison sans autorisation, sans mandat donc. Rendu là, ils réussissent à entrer dans la demeure. La voiture, en fait, de Dee Dee Blanchard qui servait justement à transporter sa fille handicapée, donc était équipée là, d'un système pour... de chaise roulante. Exactement, c'est ça. Une genre de rampe automatique. Cette voiture-là est encore dans l'entrée. Ils rentrent dans la maison et c'est là qu'ils vont faire une macabre découverte. Ils vont trouver le corps de Dee Dee Blanchard dans son lit, gisant dans un bain de sang, poignardé à plusieurs reprises dans le dos, dans le cou. À en croire la scène de crime, la victime serait morte quelques jours plus tôt déjà. Donc, ça ferait quelques jours que le corps aurait été abandonné dans cette mare de sang.
En fait, il y a aucun doute, c'est une scène de crime horrible. Il y a eu une scène d'une extrême violence dans cette maison-là. Par contre, ce qui saute aux yeux des policiers, en fait, ou ce qui ne saute pas aux yeux, c'est que Gypsy, la jeune fille handicapée, n'est pas sur place. Elle n'est pas dans la maison. En plus, sa chaise roulante, qui était essentielle pour son transport, est laissée là. Elle aussi, la chaise, en fait... elle est toujours dans la maison et les médicaments que devait prendre Gypsy sont aussi laissés à la maison. Donc, des choses qui sont nécessaires à sa vie habituelle, si on veut, sont laissées sur place. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, les autorités s'inquiètent, les voisins et les amis aussi s'inquiètent et il y a une recherche là, qui s'installe pour retrouver Gypsy Blanchard et le coupable ou les coupables de cette scène de crime absolument terrifiante. C'est à ce moment-là qu'ils vont contacter les administrateurs de Facebook. En fait, la police a commencé à faire ça pour tenter de retracer l'adresse IP de où provenait le statut Facebook. On le sait, généralement, Facebook est toujours collaboratif dans les enquêtes policières de ce genre-là. Oui. Donc, ça permet, c'est assez facile de repérer quelqu'un. Donc, ça nous ramène à la ville de Big Bend, au Wisconsin, plus particulièrement dans l'appartement d'un certain Nicholas Godjohn. C'est un jeune adulte de 27 ans. La police débarque là, de toute évidence, et il arrive sur place, il découvre le suspect, Nicholas, et Gypsy Blanchard, qui était heureusement sain et sauf. Alors que les citoyens se réjouissent du retour de Gypsy, ils sont aussi heureux que le prétendu suspect soit maintenu au poste là, sous une caution d'1 million de dollars. Donc on s'entend qu'1 million de dollars, c'est un chiffre assez symbolique. C'est un chiffre qui indique que, ben, à moins que tu sois riche, tu peux pas sortir. Tu restes là. Les policiers vont tenir une conférence de presse le lendemain où ils vont indiquer que Gypsy Blanchard est retrouvée saine et sauve, qu'ils ont aussi retrouvé Nicholas Godjohn dans son appartement et qu'il est maintenu derrière les barreaux comme suspect, mais ils vont préciser que les choses ne sont pas toujours telles qu'on le croit, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et à partir de ce moment-là, on va découvrir que la vie de Dee Dee et de Gypsy Blanchard était truffée de mensonges. En gros, il y a quand même un mystère qui persiste, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est donc déroulé dans cette maison un soir de juin 2015. Qui est Gypsy et Dee Dee Blanchard? Oui, c'est qui eux autres, Seb? Dee Dee, en fait, c'est son surnom. Elle s'appelle Claudine, avec 2 D, Blanchard, avec un E. Elle a 48 ans. Elle vient d'une petite ville de Louisiane. Elle s'occupe seule, à temps plein, c'est une monoparentale, de sa fille malade. Elle est très, très malade. Là. On va y revenir, là, mais vous allez voir, elle a besoin de soins à temps plein. Dee Dee, elle a les cheveux bouclés, bruns. C'est une femme assez costaude, très généreuse de son temps, très sociable et qui porte généralement toujours des robes assez fleuries ou des trucs de couleur. Là. C'est quelqu'un quand même qui a un beau dynamisme, ça. C'est une femme aussi qui a beaucoup d'influence dans son milieu. C'est quelqu'un qui est très verbomoteur, c'est ça, là, qui sait bien s'adresser aux gens et qui est vraiment sympathique. Elle s'implique beaucoup dans les œuvres caritatives aussi. On s'entendra aussi avec sa fille. Donc, c'est une femme aussi qui a, comme je vous disais, qui a beaucoup de drive et qui a un très beau charisme. Au fil du temps, en fait, cette madame-là, vu qu'elle s'occupe de sa fille à temps plein, puis que sa fille a toujours besoin d'avoir de l'attention médicale, puis qu'elle doit toujours avoir des médicaments pour traiter les nombreux, on va y venir dans un instant, ben la vie de Dee Dee était très centrée autour de ça, autour de la mission constante de trouver des fonds pour sa fille, puis d'organiser des événements de charité, de faire des apparitions à la télé, vous savez, aux États-Unis, c'est pas au Québec, on a une bonne assurance maladie, mais c'est pas le cas de partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, ça peut être compliqué lorsque tu as un enfant malade. Donc, elle était beaucoup dans ce milieu-là, dans ce milieu des œuvres caritatives et puis des événements de fondation au profit d'hôpitaux et d'enfants malades, exactement. Par contre, Gypsy, elle est née de quelque part. Oui. Dee Dee, en fait, Claudine, elle a rencontré son mari Rod Blanchard et elle a donné naissance à Gypsy Rose, en fait, son nom complet, en 1991. À cette époque-là, il habitait la Louisiane. Le père Rod, en fait, il a quitté Dee Dee la même année que la naissance, là, mais il garde toujours contact avec elle pour s'assurer quand même d'un suivi avec elle. À cette époque-là, elle était pas malade, par contre, là, dans son jeune âge. Là. De la première année. Oui, la première année, exactement.
Malgré tout, il a gardé très très peu de contact au fil du temps avec elle. Vous allez comprendre un peu pourquoi plus tard. On revient à Gypsy Rose en fait, qui est une enfant malade depuis qu'elle est très jeune, donc elle a 24 ans, mais quand on la regarde, elle a un allure, je vous dirais, elle a le teint de préadolescente, oui, de préadolescente un peu, elle a le teint très très pâle, elle est maigre, elle mesure à peine 5 pieds, elle a une voix hyper nasillarde, là. Puis dites-vous qu'elle est confinée dans sa chaise roulante depuis l'âge de 7 ans, là. Donc pour elle, je veux dire, sa musculature, on voit que il y a pas grand-chose de développé. Elle a des problèmes de vision aussi, donc elle porte d'énormes lunettes dans son petit visage. On les voit, sont très très apparentes. Elle a des dents horribles, là, pauvre petite, là. Elle souffre énormément. Elle a une dentition qui a été vraiment maganée, selon moi, par la médication et tout ça. Elle se nourrit même par intraveineuse parce qu'elle n'est pas capable de manger. Donc, pendant plusieurs années, elle est nourrie par intraveineuse. Elle a même parfois besoin d'une bonbonne d'oxygène qui est fournie par une canule nasale, là, les petits tubes là, qu'on a autour des oreilles. Là, souvent, c'est l'image qu'on a. Exactement. Et elle souffre d'une longue liste de pathologies. Là, quand je vous dis que dans la vie, des fois, on peut être né malchanceux. Elle souffre d'une anomalie chromosomique, dystrophie musculaire, de l'épilepsie, de l'asthme sévère et même de l'apnée du sommeil. À sa naissance, elle a passé, pas à sa naissance, mais oui, même à sa naissance, c'est vrai, elle avait passé quelques tests en prénatal et tout ça. Ils suspectaient une leucémie lorsqu'elle était bébé, mais je dois vous avouer qu'on n'a pas beaucoup de détails sur cette période de temps-là de sa vie. C'est les détails qu'on a. Oui, moi aussi, j'avais lu à quelque part qu'elle avait été atteinte de la leucémie, mais c'est pas clair si justement c'était juste des tests embryonnaires ou une supposition ou si c'était vraiment diagnostiqué. Oui, exactement. Et même selon certains proches, dans le fond, même selon Didi, le père de Gypsy Rod était supposément un bon à rien, un drogué et un alcoolique qui se moquait de l'handicap de sa fille, qui aurait jamais donné justement le moindre sou à Didi parce qu'il respectait pas cet enfant-là. C'est un peu étrange. J'avais même lu qu'il disait qu'il riait des Jeux paralympiques, là, qui est un peu les Jeux pour handicapés. Là. L'ensemble de ces problèmes de santé, en fait, on s'entendra, ne sont pas sans répercussions, mais malgré évidemment. Non, exact. Mais elle a, c'est une enfant très très sociable qui aime beaucoup discuter, mais malgré qu'elle est toujours entourée de sa mère. Elle croit que, évidemment, elle dans sa tête, elle a 7 ans, donc elle a un peu le mode de vie d'une fille de cet âge-là. Donc même dans les trucs qu'elle va faire, dans les jouets qu'elle va avoir ou dans les livres qu'elle va lire, elle va vraiment rester une enfant là toute sa vie selon les dires de sa mère. Oh, oui, exactement. Elle tripe sur les princesses. Elle porte souvent justement des perruques blondes de princesses dans les activités caritatives. Souvent Walt Disney ont payé des voyages où est-ce qu'elle se déguisait en princesse. Elle a une fixation sur Tangle aussi, qui est un film de princesse de Disney, si je me trompe pas. Donc c'est ça. Puis étant donné qu'elle avait un retard mental, c'est sa mère qui s'est occupée de lui faire l'école, mais elle aurait, selon les dires, elle n'a pas été plus loin que la 2e année. Donc, imaginez, là, je veux dire, le bagage scolaire. Ma fille est en 2e année. Je vois le bagage scolaire qu'un être humain peut avoir, c'est pas si élevé, là, puis c'est une adulte. Mais bon. Petit détail aussi, oui, c'est ça, elle portait régulièrement des perruques parce que justement sa mère, à cause de la médication, sa mère prenait le temps de toujours lui raser la tête comme ça pour pour prévenir un peu la perte de cheveux, pas la prévenir, mais du moins la devancer et que ça paraisse pas trop. Donc Didi avait continuellement la tête rasée, mais elle portait souvent des perruques. Je vous dirais que c'est assez particulier, ça paraît aussi là. Puis c'était des grosses perruques blondes ou brunes, mais elle sortait toujours dans les événements régulièrement avec ça. Donc c'était une aussi de ces caractéristiques qu'on peut observer de Gypsy. Oui, même avec le temps, elle va s'intéresser au monde du cosplay, puis aux conventions là, de science-fiction et aux Comic-Con de ce monde. Donc ça tombe bien, elle aime bien se déguiser et tout ça. Puis sa passion pour les princesses, c'est un peu le monde d'Harry Potter va se transformer tranquillement un peu en passion pour le cosplay, les costumes et les conventions là. Non, exact, parce que ça, malgré son retard mental, elle grandit elle aussi dans sa tête. Oui. Donc, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on passe sur une autre étape aussi.
Didi, justement, mentionnait souvent aux journalistes et aux médias que elle et Gypsy étaient comme une paire de souliers qui étaient pas bonnes une sans l'autre, donc qui étaient vraiment des gens inséparables. C'est un peu, je dirais, le topo là, de leur descriptif biographique. En août 2005, elles habitent dans un petit HLM à Slidell, en Louisiane. À ce moment-là, vous savez, en 2005, il y a eu l'ouragan Katrina. Oui. Comble de malheur, encore une fois. Elles sont frappées par l'ouragan. Elles perdent tout. Leur appartement est détruit. Ils perdent absolument tout. Même tous les papiers officiels, les certificats de naissance, même les vieux rapports médicaux, tout est perdu dans l'ouragan et se retrouve alors d'être, on s'entend, là, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Là. Didi s'occupe à temps plein de sa fille, elle a pas vraiment de travail. Compte tenu des événements, ils sont relocalisés quand même pour plusieurs mois dans un refuge pour des personnes dans le besoin. Quelques mois plus tard, heureusement, quand ils ont attiré l'attention, la générosité d'un certain médecin de la ville de Orzach. Je dois vous avouer qu'Orzach, à part le fait que c'était un titre d'une série Netflix, je savais pas que ça existait pour vrai, cette ville-là. Et lui, de tout cœur, leur suggère de déménager au Missouri, où ce qui pourrait avoir quand même du soutien. Il y a un petit peu plus de soutien pour les gens comme ça. En premier lieu, elle loue une petite maison à Aurora, donc dans le Missouri, qui est plus situé dans le sud-ouest. Elles sont soutenues par une autre entre autres par une fondation qui s'appelle Olé, pas comme la crème là, mais O-L-E-Y, que eux supportent les enfants justement, dont ceux qui doivent se nourrir par intraveineuse, comme notre chère Gypsy. Gypsy, écoutez, elle gagne même le prix de l'année de cette fondation-là en 2007. Quand même assez particulier. C'est un mode de vie que les gens qui sont pris là-dedans, en plus de vivre le drame de la maladie au quotidien, ils doivent vraiment adapter leur vie entière autour de trouver une façon de soutenir ton enfant dans la maladie, mais aussi de réussir à trouver les moyens financiers pour en arriver là. Puis c'est pas tous les États, c'est pas tous les pays qui offrent du soutien à tout ça. Donc ils sont dans un mode de vie qui est souvent des malheurs, des déménagements, un nouveau diagnostic, on doit trouver de l'argent. Donc très précaire, là. Et oui, et puis ça tourne, ils font ce qu'ils peuvent pour trouver des fondations qui peuvent les aider dans tout ça. Non, exactement. Heureusement, ils attirent bien la sympathie parce que Didi aussi, elle a quand même de l'entre-gens et quand même une certaine drive pour aller faire les efforts pour survivre. Hein. On s'entend, là, elles sont continuellement en état de survie. Heureusement, il y a des gens pour les aider. C'est le cas justement de la fondation Habitat for Humanity qui leur a construit une maison en 2008, en fait, plusieurs maisons dans ce quartier-là. Ils ont eu beaucoup de générosité. La maison même, il y a un spa pour aider Gypsy quand elle a mal aux muscles pour prendre des bains tourbillons. Ils ont installé une rampe pour faciliter l'accès justement à sa chaise roulante. Et donc voilà, c'est la dernière maison où ce que Didi et Gypsy ont habité. Donc c'est là que le drame a eu lieu. Donc ils habitent là depuis 2008. Mais entre-temps, Gypsy va quand même connaître une certaine évolution parce que même si elle a un retard mental, qu'elle a quelques années sous son âge réel, ben elle va quand même s'ouvrir au monde tranquillement là, en découvrant Facebook puis en découvrant les mondes en ligne au tournant des années 2010 pour essayer de sortir un peu de son monde parce qu'en raison du fait qu'elle peut pas se déplacer, qu'elle est toujours en chaise roulante, ça complique les choses pour rencontrer des gens. Donc c'est là qu'elle va quand même tranquillement faire ses débuts sur Facebook. Oui, exactement. Mais elle partage un compte Facebook avec sa mère, en fait, le fameux compte où on retrouve le statut dont on vous a parlé, qui s'appelle DJip, donc pour Didi et Gypsy Blanchard. Et elle s'en sert quand même pour communiquer. Malgré tout, mais sa mère surveille à peu près tout ce qu'elle fait en ligne, donc elle a aucune liberté, elle a aucun jardin secret. Mais heureusement pour elle, Gypsy, ils ont du voisinage et tout ça, et Didi et Gypsy se sont alliés quand même à une famille voisine, une mère qui s'appelle Amy, une mère monoparentale de 4 enfants. On voit que il y a beaucoup dans ce quartier-là, c'est un peu ce que vivent, c'est une réalité qu'ils vivent, et ils deviennent très proches l'une de l'autre. En particulier, une des filles des 4 enfants de Amy qui s'appelle Aliyah. Elle a 23 ans, elle habite encore chez sa mère. Qui est relativement le même âge que Gypsy, en fait. Oui, exactement. Gypsy, elle doit, à cette époque-là, elle doit avoir à peu près, justement, 23 ans, là. Avec un âge mental de peut-être 12-13. Exactement.
Et donc, elle commence à Alia et Gypsy, étant donné, comme tu le dis, qu'ils ont le même âge, ben ils commencent à développer tout de même une relation, mais c'est toujours en surface. Ils peuvent jamais vraiment se parler de choses plus profondes, hein, comme n'importe quel être humain, parce que sa mère, Didi, est toujours présente. À un moment donné, Gypsy, elle pense, je vais me créer un compte Facebook à moi que ma mère ne connaîtra pas. Et donc, elle s'est créé un compte qui s'appelle, et elle s'est nommée Emma Rose, dans le fond, qui est pas loin de son nom, qui est Gypsy Rose. Donc, et là, elle se met à communiquer de manière plus intime, en fait, avec Alia, et elle commence à lui raconter... avant tout ça, une fois qu'elle a son compte Facebook, elle s'inscrit aussi sur un site de rencontre pour chrétiens, Gypsy, parce qu'elle a beau avoir l'âge mental de 12 ans, on voit que les hormones la travaillent. Elle a une attirance, là, c'est instinctif, là. Il y a personne qui lui a dit de dire ça, de faire ça, là. Donc, elle s'inscrit elle-même, elle a envie de rencontrer des hommes, donc elle s'inscrit sur un site de dating chrétien. Gypsy confie à Alia qu'elle a rencontré justement un homme sur ce site de dating-là, chrétien, ça me fait toujours un peu rire, je dois avouer, et qu'elle est amoureuse de lui. Mais par contre, Didi s'est rendu compte à un moment donné, au fil, tout ça se passe dans quand même un assez court laps de temps, je vous dirais, là. Didi est pas folle, là, selon moi, ils ont un seul ordinateur, donc ça peut être quand même assez simple disons, de voir ou d'inspecter s'il y a d'autres sites qui sont fréquentés. Elle se rend compte, que Gypsy a un autre compte Facebook, et elle lit les discussions qu'elle a eues avec Alia. Elle se rend compte qu'elle a un profil de dating aussi, et là, elle chicane Alia, elle se chicane avec elle. Elle confisque l'ordinateur, téléphone intelligent à Gypsy pendant un certain temps. Puis à ce moment-là, Alia mentionne qu'elle a une fois qu'elle a discuté, qu'elle a eu un amoureux, qu'elle a rencontré quelqu'un, elle a pas eu d'autres discussions avec Gypsy sur les réseaux sociaux. Donc tout a arrêté à ce moment-là. L'évolution mentale de sa fille était donc quelque chose d'assez tabou à la maison, puis un peu tout ce qui touche à comment dire, la révolution sexuelle ou la découverte sexuelle de Gypsy était fortement réprimée à la maison, là, exactement. Oui, effectivement, elle avait pas le droit de ça, là. Et même, je reviendrai, elle a même mentionné, en plus, à Alia d'être amoureuse d'un gars, qu'elle aurait eu d'autres cyber-relations avec d'autres hommes, là, encore dans ce court laps de temps-là. On s'entend sur le web, sur les sites de dating, c'est plus facile de multiplier les cyber-relations. Puis Seb, parle-nous donc de ce certain Nicholas Godejohn qu'elle a rencontré sur un site de rencontre chrétien qui va jouer un rôle majeur dans la tragédie qui va suivre. Non, exact. Lui, il habite au Wisconsin. Elle habite au Missouri, là, je vous rappellerai. Lui, il a 24 ans. Lui, il se fout complètement qu'elle est en chaise roulante. Elle n'y a pas menti sur sa condition. Les deux sont catholiques. Donc, dès le départ, ils ont une certaine attirance l'une vers l'autre. Elle l'appelle Nick. Et c'était indiqué in a relationship sur Facebook. Et s'étaient même mis d'accord, imaginez, sur le futur prénom de leurs enfants. Donc, cette relation-là devient intense très rapidement, mais on va aussi se rendre compte que Nick, en question, il a des goûts un peu weird, là, surtout quand ça touche à l'exploration sexuelle, si on veut. Là. Oui, en fait, il l'amène un petit peu tranquillement, pas vite, dans les discussions vers vraiment le sadomasochisme. Sadomasochisme. Lui, c'est quelqu'un qui a un tempérament maître et qui cherche vraiment une femme qui est soumise. Il y a aussi de multiples personnalités, là. Donc, Gypsy elle a dû se créer 5 personnalités pour arriver à rejoindre celle de Nick. Ça, c'est de l'amour, là. Elle va même se créer des comptes Facebook différents avec chacun des profils, donc chacun leur personnalité. Ils ont chacun une image, j'en ai vu là, quelques-uns, là, ils ont chacun justement une photo de profil, si on veut, qui identifie un peu, disons, la direction ou je dirais l'enveloppe de la personnalité. Elle va se déguiser, par exemple, et une de ses personnalités va être un peu la bonne fille, une autre de ses personnalités va vraiment être son côté mauvais, un peu evil. Il va avoir un côté vraiment plus sexuel, là, que je crois qu'elle appelait Candy. Donc, il y a 5 personnalités comme ça qui viennent avec justement des perruques différentes, des costumes différentes. Des voix différentes. Oui, ils vont s'adonner à ce jeu-là pour un peu pallier le trouble de personnalité que Nicholas a de son côté, là. Donc, ça devient ces deux personnes avec un peu
qui vivent un peu en isolement, qui ont un peu des destins d'une certaine façon inhabituels, un peu tragiques même, avec la maladie, l'isolement, tout ça, et leurs deux chemins vont se rencontrer là d'une manière assez obscure. Oui, exactement. Et toute cette relation-là reste virtuelle, là. Et à un moment donné, mais ça dure environ 2 ans, imaginez, toutes ces échanges-là de photos. C'est leur seul moyen de vivre leur relation. Mais ça devient malsain, là. On s'entend, là, quand on commence à naviguer vers le BDSM et tout ça, j'ai pas de jugement là-dessus, mais avec 2 personnalités de ce genre-là, j'imagine une soumise, un dominant. Ça peut devenir dangereux. Exactement. Et les deux conviennent, malgré tout ça, Didi se confie mais Gypsy se confie à lui que, justement, sa mère, Didi, est surprotectrice, et il commence à se rendre compte que c'est, pas il commence, mais c'est un irritant, ou du moins quelque chose à leur relation, là, quelque chose qui les empêche de vivre leur plein amour, là, parce que j'ai l'impression que ils vont vouloir goûter un peu le fruit de leur séduction commune et virtuelle. Ils vont même mijoter un plan afin que Didi, en fait sa mère, rencontre Nick par hasard au cinéma du coin. Donc, imaginez-vous, ils vont faire une mise en scène où, dans le fond, Gypsy et Didi vont voir Cendrillon au cinéma et Nick va venir les rejoindre, mais il va un peu être anonyme, donc il va s'asseoir à l'écart dans le cinéma, dans la rangée d'en arrière, par exemple. Il va le faire et apparemment que ça va être très, très étrange là, du point de vue des autres spectateurs parce que, bon, il y a un individu là, de 24 ans qui est dans la salle, 24-25 ans, puis qui regarde un film pour enfants. Et à ce moment-là, à un certain moment, Nick va aller dans la toilette des hommes et Gypsy va le rejoindre et apparemment qu'ils auraient eu une relation sexuelle dans le cinéma. Alors que la mère, elle, était toujours dans la salle de projection. Donc, ils vont réussir à se croiser. Par la suite, ils vont être plusieurs moments, en fait, avant de se revoir dans la vraie vie. Mais peu à peu, comme tu disais, Seb, en fait, ils commencent à se rendre compte que Didi, la mère de Gypsy, est un peu un frein à leur amour et que malgré son retard mental, Gypsy a quand même, justement, peut ressentir des sentiments, puis elle désire s'épanouir en tant qu'adolescente, même si en âge réel elle est un petit peu plus vieille que ça, c'est une jeune adulte, ils vont commencer à élaborer un plan, ils vont tellement être dans leur délire de multiples personnalités qu'ils vont même commencer à parler de meurtre, donc à parler d'une façon de se débarrasser de Didi et de s'enfuir et de vivre leur amour pleinement. Et ils vont commencer à mettre ce plan-là en élaboration. Ils conviennent donc que Nick pourrait débarquer à la maison des Blanchard afin d'assassiner la mère, afin d'assassiner Didi Blanchard. En fait, Nick, il lui explique qu'il y a une personnalité là, dans toutes ces multiples personnalités qui, elle, serait capable de tuer. Donc, lui, c'est pas grave s'il fait le meurtre avec telle personnalité. C'est pas grave parce que il y en a d'autres, là, si on veut. Là. Et ils vont mettre un plan en élaboration. Gypsy va récolter les fonds nécessaires là, en volant de l'argent à sa mère des différentes œuvres de charité afin de payer un billet d'autobus Greyhound à Nick pour qu'il vienne la rejoindre chez elle. Autour du 12 juin 2015, Nick va se pointer à la maison des Blanchard. Vers 9-10 heures environ, Gypsy et Didi vont se coucher, si on veut, mais Gypsy, elle, reste éveillée. Apparemment que, ça a pris du temps avant que Didi s'endorme. Et à un certain moment, Gypsy fait signe à Nick d'entrer dans la maison. Elle l'attend dans la cuisine avec un couteau de cuisine qu'elle lui donne et elle va s'enfermer dans la salle de bain en position fétale. Et c'est à ce moment-là que Nick va poignarder à maintes reprises Didi dans son propre lit, dans sa chambre, alors que Didi crie pour sa survie, elle demande de l'aide et malgré tout, Gypsy, elle entend ça, mais elle se bouche les oreilles pour en entendre le moins possible. Donc à ce moment-là, ils vont récupérer 4000 $, qu'ils trouvent dans la maison, là, dans des enveloppes d'œuvres caritatives, et puis ils vont prendre un taxi pour se rendre dans un motel de Springfield où ils vont y passer quelques jours. Là, on s'entend, ils ont quand même un peu de moyens sur eux. Ils vont faire un drôle de move, là, mais on s'attend pas nécessairement aux moves les plus réfléchis avec cette paire-là, mais ils vont envoyer l'arme du crime, le couteau de cuisine, ils vont l'envoyer par la poste à Nick, à son propre appartement, là où il vit avec ses parents
même. Là. Donc, ils vont envoyer l'arme du crime pour éviter d'être pris avec. Mais c'est un geste qu'on s'entend va être très incriminant par la suite. Ils seront ensuite aperçus par des citoyens près de la gare d'autobus Greyhound. Gypsy porterait à ce moment-là une perruque blonde et étrangement, elle marcherait sans sa chaise roulante. Très intriguant. Par la suite, ils auraient pris un bus pour se rendre dans la ville là, où réside Nick, là, de Big Bend. Le 14 juin, Nick aurait utilisé son téléphone intelligent pour mettre à jour le profil Facebook commun de Didi et Gypsy. Vous savez, le compte là, qu'on vous a parlé vraiment en début d'émission, avec le fameux post « That bitch is dead ». Son intention, je la comprends pas complètement, là, mais il nous indique, il a indiqué aux policiers dans les interrogatoires que son intention, c'était d'alerter les policiers afin que le corps soit retrouvé rapidement. Apparemment que Gypsy se sentait mal là, que le corps de sa mère reste longtemps là, sans être découvert, donc il aurait fait ça. Apparemment, aux alentours de 3 heures de l'après-midi, si on se fie évidemment là, à l'heure où le statut est publié. Ils auraient alors pris l'autobus pour retourner à l'appartement de Nick et où les policiers les auraient interceptés. C'est là que les policiers auraient débarqué là, ils auraient fait un raid chez lui. Les deux, évidemment, Gypsy est retrouvé sain et sauf, Nick aussi, compte tenu des faits. Les deux vont être embarqués, ils ne résisteront pas, donc ils vont se livrer à la police. Ils vont être placés sous caution de $1 million, mais comme les policiers l'ont révélé, il ne faut pas se fier aux apparences dans cette histoire. On vous le dit plus tôt, cette histoire-là est pleine de rebondissements. C'est un peu surréel même. Les policiers, en interrogatoire, vont se rendre compte qu'effectivement, Gypsy peut marcher sans chaise roulante, dont elle n'en a pas besoin d'une manière vitale. Ils vont même, en interrogatoire, et c'est filmé, la faire se tenir debout sans problème. Mais ils vont aussi se rendre compte que toute la condition de Gypsy, c'est-à-dire la leucémie, l'asthme, l'épilepsie, tout ça, en fait, c'est un énorme tissu de mensonges fabriqué par Didi, par sa mère, qui a été exécutée là, quelques jours auparavant. Donc, la vie de cette paire, mère-fille, est un tissu de mensonges et de manipulation depuis le début, et les policiers vont s'en rendre compte assez rapidement. Et ça change toute la perspective sur cette histoire-là. Alors qu'au départ, Nick devenait le suspect principal dans cette histoire-là, qui aurait exécuté Didi et puis qui aurait potentiellement kidnappé Gypsy, parce que c'est ce que les policiers croyaient au départ, en fait. Ils se sont pointés dans la maison, ils découvrent le cadavre de la mère, la fille est absente, la chaise roulante est toujours là, donc c'est très inquiétant. Et là, ils vont trouver les deux, et Gypsy va passer tout de suite en complice. Donc, elle aussi, elle aurait complété pour faire ce meurtre-là. Mais suite à la découverte de tout ça, du fait que Gypsy aurait été traitée comme malade toute sa vie, ça change un peu les perspectives et on devient même à penser que Gypsy est la victime là-dedans. Puis plus ça avance, plus on pense un peu comme ça. Je sais pas toi, comment t'as réagi quand t'as appris la suite de la finale de cette histoire-là? Moi, j'ai été un peu sur le cul, comme on dit. En fait, j'arrive pas à croire que l'amour maternel peut amener quelqu'un à créer un gros build-up comme ça sur quelqu'un, l'affaire, parce que je veux dire, à un moment donné, j'écoutais, comme on vous disait, elle mangeait pendant une longue période de sa vie, elle a mangé seulement par intraveineuse, et ça lui faisait quand même souffrir, là, imaginez, c'est un genre de tube qui te rentre dans l'intestin, rien de vraiment naturel là-dedans. Oui, elle a eu des chirurgies. Oui, elle a eu plein de chirurgies qu'elle aurait jamais dû avoir. J'ai même vu une vidéo, elle dit qu'elle s'en allait chez le dentiste, puis sa mère a pris une vidéo, puis au moment de la vidéo, ses dents étaient toutes belles, versus qu'est-ce qu'on peut voir dans d'autres vidéos un peu plus tard, parce qu'elle a les dents vraiment un peu détruites et tout ça. Il y a de quoi d'extrêmement malsain, même imaginez par intraveineuse, là, ça permettait à sa mère d'à peu près lui faire ingérer n'importe quoi, sans que Gypsy s'en rende compte, en fait, parce qu'elle avait pas de contrôle. Incluant des médicaments, même des drogues, des choses comme ça. Non, c'est clair.
Non, exact. Et même, elle avait une pantry, comme certaines personnes disent, remplie de médicaments. Une pharmacie, mais complète, là, mais un garde-manger. C'est ça, un garde-manger, là, pas une petite pharmacie comme on a tous, là. C'était énorme la quantité de médicaments qu'elle se faisait administrer chaque jour. Quand on y repense, imaginez ce que ça peut faire sur l'organisme, même que souvent les effets secondaires de certains médicaments qui lui étaient remis, mais créaient des symptômes pour d'autres maladies. Ben, dans le fond, du moins, levait des flags, levait des drapeaux pour des maladies qu'elle a été peut-être diagnostiquée par la suite. Exactement. Ce type de comportement-là, il y a des études là-dessus. Il y a même une pathologie là, qui est liée à ça. On va vous en parler tout à l'heure. Mais avant ça, revenons un peu sur les mensonges de Dee Dee Blanchard. Parce que là, on se rend compte que Gypsy, non seulement était en isolement en raison de ses handicaps et tout ça, mais là, en fait, c'était plus que ça. Elle était pas malade, donc elle était sous l'emprise, sous le contrôle de sa mère. Et puis, comment sa mère a fait pour en arriver là? En fait, c'est une menteuse et une manipulatrice compulsive, vraiment douée. Puis j'aimerais qu'on en arrive un peu à décortiquer les différents mensonges qu'elle a fait au fil du temps. Non, exact. Puis son père nous en dit quand même beaucoup sur elle. Son père, qu'elle-même, elle disait à son voisinage, ça c'est un premier mensonge, elle disait que son père avait battu Dee Dee, mais aussi avait battu Gypsy, et que la raison à laquelle elle avait déménagé au Missouri, ça elle a dit ça à ses nouveaux voisins au Missouri, elle disait que le grand-père avait brûlé Gypsy avec une cigarette. Ce qu'on sait au bout du compte qui est totalement faux. Elle a déménagé au Missouri parce qu'elle a eu de l'aide du médecin, parce qu'ils ont tout perdu. Déjà là, elle commence à mentir. Son père nous apprend aussi que dans sa jeunesse, elle a été accusée pour toutes sortes de petites fraudes, des vols, des méfaits, de tous les styles. Donc, c'est un premier. Déjà là, on voit qu'elle a un historique assez particulier. Même sa belle-mère, par la suite, elle habitait avec son père et sa belle-mère. Sa belle-mère s'est mise à souffrir un peu d'une genre d'une maladie chronique. Il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus. Il n'arrivait pas à trouver vraiment la cause et la source. Finalement, avec le temps, ils se sont rendus compte que c'était Dee Dee qui empoisonnait avec de l'engrais la belle-mère. Elle intégrait de l'engrais dans la nourriture et empoisonnait à petit feu sa propre belle-mère. Mm-hmm. C'est complètement fou, là. Elle a vraiment une historique là, de menteuse là, chronique. C'est au-delà, tu sais, de ça. Je trouve que c'est tellement diabolique, c'est evil là, d'avoir une mentalité comme ça. Elle avait même expliqué à Gypsy que son propre père, Rod, était un alcoolique qui justement était un homme peu fréquentable, qui ne voulait pas avoir de contact avec elle, puis en fait, elle avait un peu démonisé le père de Gypsy. À un certain moment, son père va même l'appeler pour sa fête de 18 ans. Il va appeler Gypsy pour lui souhaiter bonne fête, et puis sa mère va lui dire au téléphone « Ah non, mais ne lui souhaite pas, en fait, parle pas des 18 ans, parce que elle, dans sa tête, c'est sa fête de 12 ans là, ou de 13 ans. Là, donc, elle avait ce tissu de mensonges-là, allait vraiment, vraiment loin là, dans même... comment dire, la psyché là, des membres de la famille de Dee Dee. Donc, c'est assez frappant. Même son père témoignait qu'il disait qu'à une certaine rencontre dans son plus jeune âge, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Gypsy. Quand il l'avait vue, elle tremblait de peur. Il dit, je me demande tellement qu'est-ce qu'elle a pu lui dire sur moi pour qu'elle ait peur de moi comme ça. Donc, comme tu disais, elle montait vraiment un build-up contre son père. Quand elle allait voir les médecins, parce que écoutez... ça, c'est une grosse part du mensonge. C'est incroyable. Comment elle a-t-elle fait pour réussir à avoir des soins médicaux constamment comme ça toute sa vie, en fait? Elle avait vraiment des techniques particulières. Tu sais, pour avoir des diagnostics, là, je veux dire, si tu vas voir le médecin, tu sais, je comprends qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont difficiles à identifier, tu sais, vraiment. Mais là, tu sais, je veux dire, la leucémie, la dystrophie musculaire, écoutez, entre 2005 et 2014, elle a eu plus de 100 visites à l'hôpital pour tous les problèmes de Gypsy. Elle disait même qu'à chaque fois qu'elle allait voir un médecin, c'est par exemple, elle allait voir un cardiologiste, elle disait que toute dans sa famille, les gens mouraient du cœur. Elle orientait toujours son historique médical selon le spécialiste qu'elle voyait. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que
le pouvoir de la mère dans le milieu médical est très fort, dans le sens que la confiance d'une mère, lorsque la mère dit quelque chose, on va prendre souvent ça pour acquis. Donc, on va se rendre compte qu'elle met souvent cette confiance-là, cette confiance en aveugle envers les mères de famille, au profit de justement de Gypsy ou de ses propres profits à elle. Donc, un peu comme tu l'as dit, ça commence où elle a falsifié un baptistère, puis à partir de ce moment-là, elle peut toujours arriver avec l'âge de Gypsy qui est falsifié. Et à partir de ce moment-là, lorsque la mère va décrire un problème, le docteur va souvent soit... Tu sais, comment ne pas avoir pitié de ce duo-là, de la mère et de la fille? Et on voit que c'est un peu toujours ça qui est arrivé. Il y a un certain docteur, à un certain moment, qui, lui, a levé un drapeau en disant la mère est une très mauvaise historienne. Exact. Dans le sens qu'il, lui, il croit pas tout ce que la mère a indiqué. Apparemment que ce médecin-là avait remarqué que, justement, la dystrophie musculaire qui est causée par sa paralysie n'était pas si présente. C'est-à-dire que Gypsy pouvait lever son propre poids avec ses jambes. Donc, ce qui est pas le cas de la plupart des gens paralysés dont les muscles s'atrophient, là, justement. Là. Exactement, il trouvait qu'elle avait trop de muscles pour elle, et même lui, il l'avait indiqué dans un rapport qui trouvait que c'était un peu bizarre. Mais par contre, encore une fois, mais Didi, elle s'en sortait toujours parce que c'est vrai, elle avait perdu les documents officiels, ils ont quand même été perdus pour vrai durant l'ouragan de Katrina. Oui, mais lui, ça jouait de son côté, même, cette tragédie-là. Là. Ah non, j'ai même, j'ai une parenthèse, là, mais même j'ai lu qu'à plusieurs reprises, elle modifiait continuellement son nom, elle a toujours un peu fait ça, là, comme tu disais. Oui. Et ce neurologiste pédiatrique, comme il dit, j'ai soulevé, c'est dans le dossier. C'est Bernardo Flasterstein, en fait, pour le nommer, là. Oui, en fait, puis lui, c'est ça, il dit qu'il l'a indiqué dans le dossier, mais tu sais, il a jamais pu vraiment disons, lever de flag. Tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire? Il a levé un drapeau, mais c'est pas aller plus loin. Non, c'est ça, il n'y a pas vraiment d'autorité ou qu'est-ce que tu veux faire. C'est un peu, même ça me fait amener que si on avait des systèmes centralisés de la santé, de dossiers patients, là, tu sais, je sais qu'au Québec c'est un enjeu, mais j'imagine aussi aux États-Unis, tout ça n'aurait pu ne pas arriver parce que l'information entre les spécialistes aurait toujours été centralisée. Même lui, il a fait faire des tests de sang, des tests d'MRI, puis il y avait rien dans le sang ou qui pouvait amener justement à une conclusion de dystrophie musculaire. Donc, elle a réussi tout de même à s'en sauver. Oui, et même en lui donnant tellement de médicaments, parfois ça va causer d'autres problèmes. Donc la médication pour, je sais pas, l'anxiété va peut-être faire en sorte que les dents vont se détériorer ou quelque chose comme ça, ou ça va causer plus je dis n'importe quoi, mais d'apnée du sommeil ou autre chose. Donc il y avait certainement des pathologies qui étaient réelles en raison de la surmédicamentation de Gypsy. Donc pas évident de faire le tri dans tout ce tissu de mensonges-là. On va même voir que, mais même dans la vie privée de Gypsy, à deux moments, en fait, Gypsy va prétendre rencontrer quelqu'un en ligne. Donc, elle aurait rencontré des hommes sur les sites, les différents sites de rencontres qu'elle fréquente. Et puis, à deux reprises, sa mère, Didi, se serait rendu compte que, justement, bon, elle est sur le point de rencontrer dans la vraie vie cet homme-là. Et en raison des documents falsifiés qu'elle a déjà, du baptistère entre autres, elle va faire accuser ces deux hommes-là d'harcèlement sur mineurs. Parce qu'elle va prouver que Gypsy était mineure, mais elle l'était pas dans la vraie vie, en fait. Elle était totalement consentante et elle était début vingtaine, donc il y avait pas de problème d'âge. Donc ça va même jouer sur, ça va avoir des répercussions au-delà de la famille de Didi, en fait. Non, c'est complètement fou. Et je vous dirais, c'est toutes les œuvres de charité qu'elle a demandé des sous, qu'elle a fait de l'argent, dites-vous que tout ça aussi est de la fraude. Et même souvent, un peu comme tu disais, là aussi, elle mentait selon les... parce que j'imagine, pour qu'ils te donnent des dons, tu dois rentrer dans un certain cadre et, selon moi, elle devait manipuler l'information aussi pour arriver à ça. Elle a dû développer parce que ça lui permettait de survivre et de vivre. Ils ont fait des voyages à Walt Disney, ils ont fait plein de trucs, tu sais, je me dis, une fois que tu le laissais puis que ça fonctionne, j'ai l'impression qu'elle devenait... Tu développes une expertise. Ben oui, c'est ça, exactement, tu développes une expertise puis tu y prends goût à ça, là. Autre fait assez étrange, pas étrange, mais intriguant, à chaque fois, comme on vous disait, elles étaient toujours ensemble, on les voyait
toujours continuellement ensemble. Il y a quelqu'un qui avait remarqué, une voisine, qu'à chaque fois qu'elle lui tenait, elle tenait toujours la main. Didi tenait toujours la main de Gypsy. Et par la suite, Gypsy nous mentionnait que c'était justement parce que c'était pour contrôler tout ce qu'elle disait. Si elle disait, par exemple, Gypsy disait quelque chose qui faisait pas l'affaire de sa mère, elle lui serrait le bras. Puis là, il savait qu'il fallait qu'elle arrête de parler. Et ça, on peut le voir sur vidéo, en fait, parce que ce qu'on vous a pas dit, parce qu'il y a tellement de choses à dire, on pourrait faire 3 épisodes sur cette histoire-là, mais c'est que la paire, en fait, Didi et Gypsy se documentaient énormément par vidéo. Il se filmait constamment, il publiait ça sur Facebook, et puis on peut voir énormément de moments là où c'est carrément de la comédie là où les deux jouent un rôle, et puis il y a beaucoup de malaise, et on peut voir des extraits justement. Vous irez voir sur YouTube, vous pouvez sûrement en trouver, mais vous allez voir des extraits où justement Didi contrôle Gypsy avec en lui serrant la main. Ah oui, on le voit, on le remarque très très bien, puis même dans les vidéos, à un moment donné. C'est un peu étrange. C'est l'hiver, elle est en habit de neige. Sa chaise roulante est sur le côté. Elle est comme assise sur le remblai. Elle se jette dans la neige. Et puis, elle est quand même grande, là, et vieille, puis elle crie, puis elle fait des trucs vraiment de bébé et d'enfant. Moi, j'avais remarqué que ses jambes bougeaient. Puis là, ça m'a fait, c'est étrange, tu sais. Puis cette vidéo-là, comme tu dis, elle diffuse, elle les utilise un peu partout. Ça fait le tour un peu des nombreux mensonges que Didi Blanchard a créés autour d'elle. Écoute, il y en a sûrement d'autres, mais du moins, c'est ce qu'on sait. Nous, entre autres, on s'est renseigné là-dessus. Ben, il y a eu beaucoup d'articles d'écrits là-dessus, mais on vous suggère, entre autres, un documentaire sur HBO qui s'intitule Mommy, Dead and Dearest, qui a été fait sur cette histoire-là. Donc, ça permet d'avoir vraiment des bonnes infos complémentaires, de voir en visuel certains extraits dont on vous a parlé ce soir. Mais cette pathologie-là, en fait, de surmédicamenter un enfant sans un nom, il y a des scientifiques qui ont mis le doigt là-dessus. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen par procuration. C'est très contesté dans le cas ici là, de Didi Blanchard, mais c'est entre autres la théorie là, que le neurologiste avait soulevée à ce moment-là. Oui, exactement. Puis c'était le premier à soulever. En fait, là, pour vous l'expliquer, c'est un parent qui va soit utiliser l'empathie utilisée pour soigner son enfant à son propre égard. Donc, il va se valoriser à travers la maladie de son enfant. Puis généralement, cette maladie-là, elle est fausse. Ou elle va faire à croire que c'est elle-même, elle souffre. Elle souffre pour attirer, je vous dirais, de l'empathie. Mais dans ce cas-ci, bon, elle a même fait souffrir son enfant. Elle l'a amené dans des états, je veux dire, ça n'a pas de sens de la faire nourrir ton propre enfant par intraveineuse juste pour aller chercher l'attention. Et c'est un peu un mode de survie pour elle parce que selon moi, elle a toujours été pauvre et tu sais là ça lui mettait, tu sais, je veux dire, elle avait quand même 4000 piastres cash chez elle. Je veux dire par rapport à ça, donc ce syndrome là, en fait, pour en revenir au syndrome de Munchausen par procuration, c'est quand même quelque chose qui est pas très répandu, mais qu'on entend quand même de plus en plus parler parce que ça existe, ces cas-là. On dit que la plupart du temps c'est des femmes dans 95% du temps. Ça, je suis pas surpris. C'est des mères surtout. Oui, c'est ça, exact. Ben oui, parce que tu sais, faut quand même que tu aies quelqu'un à t'occuper, dans le fond, du moins, faut que tu aies comme une victime. C'est ça qui est un peu qui est triste dans tout ça, c'est que c'est une pathologie qui impacte toujours une personne qui, elle, va en souffrir énormément. Tu sais, c'est la mère qui gagne toute l'estime et tout ça, puis c'est l'enfant qui souffre. Puis un peu comme je vous disais dans l'intro, tout ça, la mère, à un moment donné, à la fin, quand ils ont gagné justement le premier prix de l'enfant de l'année, quand elle dit une chance que c'est moi ta mère, tu sais, je trouvais que là, déjà là, ça levait un drapeau par rapport à ce syndrome-là, là, tu sais, que c'est comme si elle s'appropriait, tu sais, une chance que je suis là, parce que sinon, tu serais vraiment mal prise. C'est des individus fortement narcissiques, en fait, souvent, qui sont atteints de ce syndrome-là. On parle, imaginez, c'est un gros chiffre, mais aux États-Unis, il y aurait 2,5 millions de cas d'abus d'enfants par année aux États-Unis. Donc, c'est quand même assez grand. Et là-dessus, il y aurait 1000 cas
qui seraient des cas là, justement du syndrome de Munchausen qui seraient reliés à ça. Donc c'est quand même beaucoup de cas par année. Là. C'est quelque chose qui est pas anodin. Il y a deux docteurs, j'ai fait un peu de recherche là-dessus en fait, puis il y a deux docteurs qui se démarquent dans cette étude-là. Il y a le docteur Mark Feldman et la docteure Louisa Lasher qui sont deux experts dans le domaine. Puis eux, en fait, ils ne croient pas nécessairement que ce soit une maladie mentale. Ils sont même très mal à l'aise avec le fait on indique souvent en cours que certains patients souffreraient du syndrome de Munchausen parce que ça fait un peu... ça rend un peu les coupables en victimes là, tout d'un coup. Ça les excuse. Et puis c'est apparemment que c'est une maladie qui ne se flague pas. Du moins, c'est dur de prouver que c'est bel et bien une maladie. C'est difficile de découvrir ça par un test, par exemple, psychiatrique standard. Et de leur côté, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que il est faux de croire que ceux qui font de tels actes soient tous malades. Il n'est pas évident de découvrir cette maladie via des évaluations mentales standards. La plupart de ces gens-là vont chercher une satisfaction et une rétribution suite à leurs actes via l'attention qu'ils reçoent et les bénéfices qu'ils vont gagner, justement en faisant souffrir leur enfant puis en faisant croire qu'il est malade afin de justement réussir à attirer des fonds monétaires dans cette fraude-là. Puis ça revient un peu, quand on a discuté avec Aaron là, de Generation Y, on a discuté brièvement de cette histoire-là, puis il nous disait justement que lui, il préfère de loin le terme Medical Child Abuse, donc vraiment un abus médical de l'enfant, si on peut se faire une traduction sur le fly. Puis c'est un peu ce que disent ces deux chercheurs-là aussi. C'est que c'est pas nécessairement en tout cas, c'est très contesté le fait que ce soit une maladie ou non, mais que le terme d'abus médical de l'enfant serait plus approprié, surtout lorsqu'on se retrouve en cours. Mais là-dessus, justement, quelles sont les sentences qu'ont reçues Nick et Gypsy après s'être fait arrêter par les policiers, puis éventuellement avoir été amenés devant le juge? Gypsy, qui a maintenant 25 ans, elle a plaidé coupable au meurtre du 2e degré de sa mère. En fait, elle est enfermée, elle est en prison depuis juillet 2016. Elle purge actuellement une peine de prison de 10 ans. Pas ferme. Par contre, elle va pouvoir être libérée sur parole après 8 ans et demi. Elle a déjà fait 1 an, le temps entre son emprisonnement, son arrestation, emprisonnement, et la durée du procès. Donc, il lui reste environ 7 ans. Pas si mal, elle va sortir à l'âge de 32 ans. Petite mention, par contre, le procureur, pour ce type de crime-là, habituellement, c'est prison à vie. Dans son cas, qui catégorisait comme un cas exceptionnel, ils ont quand même diminué la peine. Il y avait des circonstances atténuantes qui ont permis de réduire la peine de 10 ans. Son père, qui est très, très présent, va l'avoir, son père et sa femme. Son père est pas nouvellement, là, il est marié. Oui. Il y a une relation avec Gypsy. Je vous dirais que depuis le début du procès de son arrestation, son père a été extrêmement présent. Ils vont continuellement la voir. Il lui mentionne qu'il va pouvoir être de retour. Elle va avoir une maison chez qui aller lorsqu'elle va sortir de prison. Il n'y a aucun appel et tout ça. Elle est bien avec la décision. On lui a demandé, est-ce que tu aurais préféré passer les 10 prochaines années, on s'entend c'est moins là, mais les 10 prochaines années en prison ou avec ta mère dans la même situation qu'avant? Et la réponse est claire, c'est en prison pour elle, c'est un bien meilleur monde. On a vu des images dernièrement, elle a pris beaucoup de poids, pas dans le sens qu'elle est grosse, mais je veux dire comparativement avant, oui. elle a l'air en santé, elle a les cheveux beaucoup plus longs, elle a sa petite voix. Elle s'exprime bien quand même. Moi, je suis très, très surpris. Vous allez voir, si vous écoutez le documentaire de HBO, vous allez beaucoup l'entendre discuter. Il y a une entrevue avec elle qui a été faite avec une journaliste de BuzzFeed. Et elle est normale, en fait. Elle s'exprime bien, tout est structuré. Oui. Elle a pris beaucoup de recul sur ça. Elle est très émotive, elle est très honnête, même qu'elle disait à l'entrevue qu'elle est encore plus honnête qu'avec ses avocats lors de cette entrevue-là. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour elle. 32 ans, écoutez... pauvre femme, mais comme le procureur disait, écoutez, on comprend la situation, mais on peut pas ne pas punir ce type de crime-là. Parce qu'elle sortirait à 32 ans. Exactement. Oui. Et dans ces circonstances-là, c'est sûr que c'est pas évident. En fait, il y en a certains qui diront oui, mais elle a souffert toute sa vie. Elle était en prison un peu toute sa vie, si on veut. Elle a déjà fait son temps. Oui, exact. C'est entre autres ce que son grand-père explique aussi lorsqu'il s'est exprimé aux médias. Mais là-dessus aussi, le juge a aussi noté que il y a plusieurs je dirais pas mauvais pli, mais Gypsy a un peu hérité d'une partie du tempérament menteur de sa mère. Donc, elle a quand même
elle-même manipulé un peu son entourage autour de ça. Et puis donc là-dessus, c'est pour ça aussi que le juge souhaitait que le crime soit vraiment puni et qu'elle va faire vraiment un certain temps en prison, mais bref, dans les circonstances, c'est pas si mal dans le cas de Gypsy. Non, exact, parce qu'elle a menti là quand elle s'est fait arrêter, oui. Elle a menti. Pour Nicholas Goddjohn, lui, il est maintenant âgé en 2017, il est âgé de 28 ans. Il est toujours en attente de son procès qui va avoir lieu parce qu'il y a eu quand même plusieurs délais. Lui, c'est un petit peu plus compliqué. Au début, il voulait un procès pas de jury. Finalement, il a demandé un procès avec jury, ce qui lui a été accordé cet été. Donc, le procès officiel va débuter devant jury le 11 décembre 2017. Donc, parfait dans le timing pour vous en reparler durant notre bilan de la saison 2. Exactement. On va vous voir une belle mise à jour. Petite mention, par contre, lui, il est accusé au premier degré du meurtre au premier degré de Claudine Blanchard. Et dans l'État du Missouri, la peine de mort est toujours existante. Donc, c'est pas... il pourrait être tué c'est plus une chaise électrique, là, c'est par injection. Oui. J'ai encore l'image. Mais écoutez, c'est drôle de dire ça en 2017 parce qu'il y a de moins en moins d'États aux États-Unis, ou même celles que c'est légal, c'est de moins en moins utilisé. Mais c'est pas... c'est quand même là. Exactement, c'est présent dans le dossier. Donc, même lui, j'ai vu une vidéo dernièrement, il a la tête rasée. Lui aussi, il a pris beaucoup de poids. Donc, en prison, ils sont pas si mal nourris. Je fais une petite blague. Mais donc voilà pour Nicolas on vous redonnera des détails, mais c'est à peu près certain qu'il va faire de la prison. Là, je veux dire, c'est devant jury. Ça va être sûrement pour faire diminuer sa peine parce que lui, il l'a avoué d'emblée. Il a jamais renié le meurtre ou quoi que ce soit. Par contre, il risque d'avoir peut-être des circonstances atténuantes en raison de ses maladies mentales. Oui. Apparemment qu'il est atteint d'autisme, que c'est vraiment diagnostiqué dans son cas, et puis que justement il y a un trouble de désordre de personnalité. Donc à suivre pour ces deux comment dire, criminels là. Dans le cas de Gypsy, justement, je suis soulagé de voir qu'elle semble bien se porter, selon les articles qu'on a lus et les vidéos aussi qu'on a vues, les interviews qu'elle a données. Donc c'est bien, mais quelle histoire tragique en fait qui a éclaboussé toute une famille, même des proches et tout ça. Quelle tragédie. C'est un cas assez particulier. On voulait vous en parler. Je pense que c'était une bonne histoire pour Distorsion. Seb, merci d'avoir poussé fort là-dessus. Moi, j'aimerais savoir ce que notre communauté en pense. Oui. Et le meilleur lieu, en fait, pour vous rendre, pour en discuter, c'est sur le groupe de discussion de Distorsion. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, en fait, facebook.com/Distorsion Podcast. On est là et juste en haut, vous pouvez avoir accès à notre groupe de discussion. Donc, vous faites une petite demande et puis généralement, on accepte à peu près tout le monde. Dans le clan. Oui, exactement. Et sur le groupe de discussion, en fait, on peut avoir des discussions un peu poussées. Je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là de Dee et Gypsy Blanchard. Fidèle à nos bonnes habitudes, quel est le mot de la fin, Émile? La tournée de bière que vous nous offrez au distorsionpodcast.com n'est pas de la fausse charité. On la boit pour vrai. Ouh.